Une dernière conférence, donc je me réjouis d'écouter l'éco-design des archives numériques. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de cette question-là et je pense que c'est un très bon complément pour continuer. Une conférence co-réalisée par Basma Malouf Sabou, professeur associé, et Aurel Nicolet, collaborateur scientifique filière sciences de l'information à la HEG, Haute École de Gestion de Genève, présentée aujourd'hui par Aurel Nicolet. Donc merci beaucoup d'être parmi nous et on se réjouit déjà beaucoup d'écouter votre présentation. Merci. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement là ça va être plutôt sur un peu le futur, des réflexions sur l'éco-design des archives numériques. Alors avant de parler directement de l'éco-design lui-même, un peu avoir un contexte, les enjeux de pourquoi donc se lancer dans l'éco-design, qu'est-ce que ça regroupe, qu'est-ce qu'on entend par numérique, alors les archives numériques, mais le numérique en règle générale, et ensuite réfléchir à 2-3 points sur l'éco-design, et puis quelques pistes d'éco-conception pour les archives elles-mêmes. Alors, dans le contexte et l'enjeu, parler un peu des éléments qui nous intéressent. Donc, limites, frontières planétaires. En anglais, c'est le planetary boundaries. Il y en a qui s'écharpent, entre guillemets, un peu entre est-ce qu'on parle de limites, de frontières. Il y en a qui sont plutôt pour l'idée de frontières, puisque malheureusement, les frontières, on peut les dépasser. Ce qui n'est pas le cas des limites, mais vous allez voir que justement plusieurs de ces frontières ont été dépassées. Alors, quelles sont ces frontières planétaires? Elles sont en fait issues d'un travail de recherche mené par une équipe de 26 personnes à l'international en 2009 qui ont essayé un peu de voir quels étaient les grands 9 points de la planète, enfin les éléments à préserver, puisque vous le savez, la planète repose sur des écosystèmes, sur des équilibres assez délicats, et si on dépasse, ça entraîne des conséquences, et c'est autour de ces 9 limites. Donc si je prends par exemple l'utilisation de l'eau douce, c'est tout ce qui est les éléments liés au cycle de l'eau, et qui du coup, si on les altère, il va y avoir des problèmes au niveau du piégeage du carbone, des problèmes au niveau de la biodiversité, ce qui entraîne des changements aussi au niveau des précipitations, etc., etc. Pareil pour la diminution de la couche d'ozone, là on va être plutôt sur des problèmes liés aux rayons du soleil, etc., etc. Je ne vais pas forcément tous les faire dans le détail, mais vous avez à peu près l'idée de ces éléments-là, de ces éléments d'équilibre. Et actuellement, donc, l'équipe, donc ces 26 personnes, donc c'était en 2009, avait lancé 3 articles sur un peu comment évaluer ces frontières. Actuellement, en 2009, il y avait à peu près 7 frontières qui étaient assez bien connues de comment les calculer, comment estimer quelles étaient les nombres limites à ne pas dépasser, etc. Et ils avaient déjà constaté qu'il y avait 3 de ces frontières sur les 9 dont les frontières avaient été dépassées. En 2015, on est toujours à peu près sur la même quantité, enfin sur les mêmes estimations possibles. Mais là, on constate déjà qu'en 6 ans, il y a une 4e frontière qui a été dépassée. Et enfin, en 2023, on a maintenant une vue d'ensemble. On voit à peu près, en tout cas, on s'est mis d'accord au niveau scientifique sur ces différentes frontières et puis surtout les mesures pour évaluer si elles sont dépassées ou non. Et là, on constate qu'il y en a 6 qui sont dépassées. Les seules, finalement, c'est plus facile de dire celles qui n'ont pas été dépassées que les autres. Ça correspond à la couche d'ozone, ça correspond à l'aérosol atmosphérique et à l'acidification des océans. Et là, on peut le voir, c'est celle qui est en dessous. On voit que ce dépassement est presque atteint et limite par rapport à ça. Donc là, encore une fois, le but, c'est pas forcément de rentrer dans les détails là-dessus, parce que déjà, je suis pas climatologue, donc là, je vous fais écho de ce que j'ai pu lire, mais j'ai pas les moyens de vous expliquer davantage. C'est plus pour vous donner un peu l'idée des enjeux qui sont derrière. Et par rapport à ces enjeux, ce qui fait qu'en 2015, l'ONU, les membres de l'ONU ont adopté une série de 17 objectifs durables pour justement essayer de réguler, de diminuer l'impact environnemental et de pouvoir avoir
une planète vivable encore. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. C'est la définition qui est communément admise là-dessus. On le voit souvent, on a souvent l'idée de dire développement durable, on imagine toujours tout ce qui est écologique, mais c'est pas seulement ça. Généralement, il y a 3 grands piliers du développement durable qui nous intéressent, les 3 P souvent qui sont mis en avant. C'est l'idée du profit, du planet et people. Profit pour l'idée que ce soit quand même économiquement soutenable, mais il y a aussi l'idée qu'au niveau social, ce soit aussi quelque chose de correct, notamment avec les conditions de travail, par exemple, les conditions de vie. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les objectifs durables, parmi les premiers, il y a les questions liées à la faim, à la pauvreté, etc. Et donc le dernier, enfin, qui est sur l'aspect écologique et durable, mais c'est vraiment un tout. Et ce qui nous intéresse par rapport à l'éco-design, c'est qu'il répond plutôt à cet objectif 12, qui est donc la consommation et la production responsable de proposer des produits, des services qui soient durables dans le temps, dans tous les sens du terme, aussi bien écologique qu'une durabilité sociale et dans la durée. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Là, je vais ensuite rentrer maintenant dans les détails un peu plus liés au numérique. Là, j'ai repris la définition de l'ISO, mais en fait, les archives numériques, c'est donc les archives, c'est tout ce qui est produit ou reçu par une institution dans le cadre de ses activités. C'est un peu la définition qu'on donne souvent à nos étudiants et qui est assez large, mais qui englobe ces choses-là. Et plus précisément numérique, qui est lié en fait à des données qui sont représentées par des chiffres et aussi le matériel, les éléments qui sont nécessaires pour lire ces données, puisque c'est une des grandes caractéristiques que je trouve avec le numérique, c'est que l'apprenant du texte, des images, imprimés sur papier, on peut les lire sans avoir besoin d'un médium supplémentaire. Si on arrive à conserver pendant des années, des centaines d'années, voire des milliers d'années, une tablette en pierre ou un parchemin, par exemple, on pourra le lire. On pourra peut-être pas la capacité de le comprendre parce que le texte qui est inscrit dessus est dans une langue qu'on ne maîtrise plus, mais on a toujours la possibilité de prendre connaissance, ou en tout cas essayer de prendre connaissance. Ce qui est délicat avec le numérique, c'est qu'on a ce médium supplémentaire, ce hardware qui est nécessaire pour lire ces séries de bits et de données qui, sinon, ne sont absolument pas lisibles par l'homme. Et donc, on ne peut pas, d'une manière rétrospective, de pouvoir peut-être reconstruire une machine qui permettrait de lire, ou bien comme on l'avait fait pour les hiéroglyphes, de pouvoir redécoder, même si on avait perdu le code, de pouvoir réessayer de à nouveau décoder les hiéroglyphes. Là, le problème, c'est qu'on n'aurait même pas la capacité pour lire les signes et donc pouvoir faire ça. Et ce numérique, on a très souvent l'idée de quelque chose de virtuel. En tout cas, c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans le cloud, c'est dans les nuages. On fait souvent l'opposition entre des vies virtuelles avec des vies réelles. Bref, le numérique est souvent associé à quelque chose d'éphémère, d'impalpable, et qui, du coup, finalement, ne peut pas être touché. Donc, n'a aucune conséquence. En tout cas, c'est souvent dans l'imaginaire qu'on pourrait avoir ça, mais ce qui n'est pas le cas, puisque le numérique repose sur du matériel, que ce soit des centres informatiques pour stocker les données, que ce soit des réseaux pour pouvoir justement acheminer les données stockées dans les centres informatiques aux utilisateurs qui vont être lus, que ce soit via cet ordinateur par exemple, que ce soit pour imprimer quelque chose, le lire avec le téléphone, etc., etc. Et ce matériel-là a un impact environnemental, on va y revenir plus tard, mais c'est vraiment ça, cette matérialité qui existe finalement, mine de rien, dans le monde numérique. Un autre élément aussi du numérique, c'est qu'il permet, parce que c'est facile de produire de grands volumes de données, il y a une croissance exponentielle du volume de données. Le graphique que je vous montre là il date de 2021, donc il mériterait sans doute d'être mis à jour. Et là, à partir de 2018, c'est des estimations. Mais on estimait en 2018, par exemple, que le volume produit, alors pas forcément stocké à terme, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont assez éphémères, des éléments temporaires qui ne sont pas stockés à long terme, mais était de 33 zeta-octets. Alors, zeta-octet, comme ça ne vous dit absolument rien. Même moi, j'ai de la peine à me l'imaginer. Alors, à côté, je vous ai mis
je vous ai mis, c'était aussi une infographie que je trouve assez intéressante, puisqu'elle vous donne un peu l'équivalent de 33 états-octets, à quoi ça correspond. Alors, si on avait donc des disques Blu-ray, ça représenterait 660 milliards de disques Blu-ray. Donc, vous imaginez déjà l'espace pour stocker tout ça. Pareil, pour les plus gros disques durs actuels, donc, qui représentent généralement 100 Tera, ce serait 330 millions. Donc voilà, en fait, si on prend le téraoctet qu'on voit à peu près bien ce qu'il fait, le zétaoctet, c'est fois 1000, fois 1000, fois 1000, c'est fois 1 milliard, en fait. Donc ce serait 1 milliard de ces disques durs que vous avez peut-être chez vous, de téraoctets. Donc c'est des sommes colossales qui, pour nous, sont difficiles à se représenter, mais qui, du coup, impliquent une matérialité pour pouvoir stocker, ne serait-ce que même de façon éphémère, ces données du matériel qui doit être fabriqué. Et pour ça, là, c'est l'exemple d'un ordinateur portable. Mais pour fabriquer un ordinateur portable, il faut extraire des matériaux dans le sol. Donc, généralement, pour un ordinateur portable de 2 kg à peu près, on estime qu'il faut 800 kg de matières premières mobilisées, ne serait-ce que déjà pour prendre toute la terre, les matériaux qui sont dedans, les extraire. Ensuite, c'est ces fameuses terres rares dont on a besoin. Et ça va émettre des quantités de CO2. Là, l'ADEME, c'est concentré sur le CO2, mais vous verrez qu'il y a d'autres catégories d'impact, enfin d'autres indicateurs qui sont intéressants à avoir. Et donc, c'est ça, c'est qu'on a ce matériel qui va être fabriqué, transporté, distribué, utilisé, et puis après, à terme, il va être soit éliminé, jeté, soit éventuellement peut-être revalorisé pour une nouvelle vie. Et tous ces éléments-là, que ce soit la fabrication, le transport, distribution, etc., ont des impacts. Ne serait-ce que l'énergie pour faire fonctionner les usines, le camion qui doit bien être utilisé pour transporter l'ordinateur, etc., etc. Pour vous donner aussi l'idée de la complexité de ce matériel-là, je vous ai mis une présentation de tous les éléments qu'on voit là, en l'occurrence dans un smartphone, donc que ce soit pour la dalle tactile, où on va avoir différents composants, pour l'écran lui-même, encore d'autres, la batterie, il y a le fameux lithium, mais il y en a plein d'autres, les cartes, les composants, etc. Ce qui fait que ce matériel-là aussi est extrêmement complexe à recycler. Parce que c'est des éléments qui sont présents en toute petite partie, donc qui demandent énormément d'énergie pour pouvoir peut-être extraire et être réutilisés à nouveau. Ce qui fait qu'en termes de déchets, très souvent, les déchets électroniques sont très souvent un enjeu assez important, puisque ils génèrent une pollution, que ce soit les acides et autres éléments comme ça qu'il faut traiter. Et ils sont aussi un enjeu puisque alors, c'est difficile de voir les chiffres là actuellement. Là, encore une fois, je vais vous parler beaucoup d'estimations parce que malheureusement, c'est des choses, on n'a pas une vue d'ensemble vu que c'est très complexe. Mais ce matériel-là fait déjà l'objet, mais va faire encore plus dans les années à venir d'enjeux pour rassurer la souveraineté, de détenir les matériaux nécessaires à la fabrication des équipements électroniques, etc. Et le fait de pouvoir les recycler, peut-être, alors pas régler le problème en entier, ça c'est sûr, mais peut-être contribuer à diminuer l'extraction en fait, des minerais si on arrive à recycler ces éléments-là, mais c'est des choses relativement complexes par rapport à ça. Là, je vous présente c'est une étude toute récente je crois qu'elle a été publiée en septembre 2024. C'est Green IT, qui est un collectif en France qui s'intéresse beaucoup à l'impact environnemental du numérique et qui c'était sa 9e édition, donc l'année prochaine ce sera sa 10e édition, un benchmark. En fait, ils invitent les entreprises, différentes entreprises à faire expertiser l'impact de leur environnement numérique. Et à partir de ces données-là qu'ils collectent dans le cadre de ces différents mandats, font un benchmark pour à peu près avoir une idée de comment se situe l'impact environnemental du numérique. Là, en l'occurrence, c'est au niveau des bureaux, des offices, donc plutôt tout ce qui est bureautique, etc., etc. Vous avez différents catégories d'impact. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Je trouve cet élément-là assez intéressant parce qu'on parle très souvent de l'empreinte carbone et on se concentre surtout là-dessus puisque
C'est l'indicateur clé pour le changement climatique, mais comme vous verrez, comme on a pu voir déjà avec les limites planétaires, le changement climatique, c'est une des frontières à ne pas dépasser, qui a déjà été dépassée, mais c'est une des frontières sur les 9, il y en a bien d'autres. Mais on voit que finalement, le changement climatique, donc l'empreinte carbone, c'est le 18% en jaune, il n'arrive finalement que troisième. Avant, on a tout ce qui est utilisation justement des ressources, que ce soit en termes de minerais ou bien d'énergie fossile, tout ce qui est pétrole, charbon pour alimenter justement l'électricité, pour produire l'électricité, arrive avant avec 24% chacun. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser ce graphique-là pour insister sur le fait qu'il n'y a pas que le carbone à mettre en avant, à regarder, mais qu'il y a d'autres éléments à voir. Là, je reprends l'idée de c'est en complément avec les limites planétaires qu'on a vues avant. Là, c'est la frontière, enfin le cercle rouge correspond à le budget annuel soutenable d'un Européen qu'ils ont estimé. Et là, ce que vous voyez, c'est la part que représente le numérique, notamment, principalement le numérique au bureau d'ailleurs, dans le budget soutenable d'un Européen. Donc vous voyez qu'en termes d'épuisement de nouveau des ressources, que ce soit minéraux, fossiles, on est à 60%, donc on a déjà 60% rien que pour tout ce qu'on fait au bureau, mais il y a aussi tout ce qui est après voiture. Bref, c'est déjà une bonne part de notre budget. Et pareil, pour le changement climatique, on voit que c'est vraiment les trois grands éléments clés en fait, du numérique. Au niveau des sources principales, les impacts, là aussi, je trouve assez intéressant, surtout qu'il y a un changement par rapport aux autres années, mais je vais y revenir plus tard, enfin juste après. Donc la grande part, l'impact provient là des data centers. Ensuite, c'est tout ce qui est environnement des utilisateurs, que ce soit ordinateur, bureau, etc. Mais les data centers, là maintenant, sont la source principale. J'insiste parce que ce n'était pas le cas avant. C'est la première fois qu'ils découvrent ça. D'habitude, c'est plutôt les équipements des utilisateurs qui a un plus gros impact. Mais en fait, ça correspond en fait à une évolution. Je retrouve juste les deux, trois éléments que je m'étais notés par rapport à ça. Il y a deux choses. D'une part, c'est une meilleure prise en compte de tout ce qui était cloud, qui avant était compliqué à évaluer, et que cette année ils ont eu trouvé de meilleures métriques. Enfin, ils ont eu, au niveau de la méthodologie, c'était plus facile, ce qui fait que du coup il y a peut-être des éléments, notamment cloud, qui est souvent hébergé en Chine, aux États-Unis, où l'impact environnemental, notamment pour ce qui est de la production d'électricité, n'est pas la même qu'en France. La France est surtout sur du nucléaire, tandis qu'en Chine, le charbon notamment à la part du lion, donc ce qui fait que l'impact environnemental n'est pas le même, ce qui fait que ces data centers-là, cet aspect du cloud ressort davantage. On va dire un point plutôt positif aussi, c'est le fait de l'allongement de la durée de vie des équipements utilisateurs. On a tendance maintenant, on cherche de plus en plus à augmenter la durée de vie des équipements utilisateurs, ce qui fait que du coup, ils diminuent par rapport à la part de l'impact pour laisser un peu plus de place aux data centers. Et le fait aussi que de plus en plus dans les bureaux, on a tendance à utiliser des applications cloud, justement des SaaS. On a plus autant de logiciels qui sont stockés directement dans nos ordinateurs, mais qui sont liés via des portails cloud, des plateformes. Et là, encore une fois, ça joue un élément assez important au niveau des centres de données qui sont mis en avant. Ce qui fait que là, encore une fois, un changement par rapport aux années précédentes, c'est que l'utilisation a le plus grand impact au niveau du cycle de vie. Si je prends fabrication, distribution, utilisation et la fin de vie, là maintenant, l'utilisation a le plus grand impact, ce qui avant était plutôt la fabrication. Ce qui reste d'ailleurs le cas pour les équipements plutôt personnels. Mais dans le cas des ordinateurs, de la vie de bureau aussi, on passe énormément de temps sur les ordinateurs, 8 heures par jour. En principe, on ne passe pas 8 heures par jour après, de nouveau, sur des ordinateurs. Donc, c'est aussi normal que cette part d'utilisation soit assez importante. Donc, voilà un peu la vision un peu du numérique. Mais là, c'est vraiment le numérique au sens large.
donc les archives, mais aussi tout l'équipement qui est nécessaire pour les utiliser. Et donc là, c'est un peu pour voir les enjeux qui sont derrière. Là, je vais m'intéresser un peu au cœur du sujet, donc l'éco-design. Alors, éco-design, éco-conception, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui et non. Éco-design en anglais, c'est l'éco-conception. C'est vraiment, si on regarde la norme, là vous avez la définition de l'éco-conception ou éco-design, cette norme-là, en anglais, on va parler d'éco-design, en français, ça va être éco-conception. L'idée de ceci, c'est d'avoir donc une approche méthodique qui va prendre en compte les aspects environnementaux dans la conception et le développement pour justement réduire l'impact environnemental négatif tout au long du cycle de vie d'un produit. Ça, c'est vraiment la définition, on va dire, de base de l'éco-conception. Ensuite, en français, éco-design, quand on regarde des pages francophones qui parlent de l'éco-design, il y a un aspect justement où on insiste sur l'aspect design. Donc on va insister soit sur l'aspect visuel, où on aurait l'éco-conception qui serait plutôt, on va jouer sur le matériel, sur l'aspect plutôt ingénieur, et où le design, tout ce qui est usage, ou esthétique, peut-être plutôt de l'ordre de l'éco-design, et on aura l'éco-conception qui sera plutôt de la partie ingénierie. Il y a d'ailleurs un article très intéressant de Victor Petit, sauf erreur, qui justement s'intéresse à cette question entre éco-conception et éco-design, et où donc il y aurait l'idée de l'éco-conception, donc on va changer les matériaux, on va essayer d'avoir quelque chose qui a un impact environnemental moindre, mais on ne va pas forcément changer l'usage qui en est derrière. Il prend comme exemple la voiture électrique en l'occurrence, où l'éco-conception, ce serait d'essayer de diminuer l'impact de la voiture en proposant une voiture plutôt électrique qu'une voiture diesel, etc., etc. Mais lui, il va plus loin en disant que l'éco-lib, donc c'est possibilité de pouvoir louer des voitures ponctuellement, d'avoir, comme il y a le Vélib, mais l'écolib, l'autolib, pardon, pas l'écolib, l'autolib, là, à ce moment-là, on est sur une réflexion différente, sur un usage différent, et on se rapprochera à ce moment-là, pour lui, plus sur l'éco-design à ce niveau-là. On va chercher à changer, en fait, les usages en proposant d'autres fonctionnalités, peut-être en simplifiant, etc. Moi, je vais rester sur l'idée de l'éco-conception, qui me semble relativement bien par rapport à l'idée de ces archives numériques. Mais on peut après discuter justement des intérêts par rapport à ça. L'éco-conception, elle fait notamment l'objet d'une norme, c'est la 62 430, qui est donc une norme internationale qui pose des principes et des exigences. Pour les principes, il y a une première pensée qui est pensée justement au cycle de vie, donc s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie, que ce soit la fabrication, l'utilisation, ensuite l'élimination ou la revalorisation d'un produit ou d'un service. Donc vraiment d'être sur l'ensemble et pas s'intéresser à une seule partie, que ce soit l'utilisation, que ce soit la fabrication, d'avoir vraiment une vue d'ensemble de la chose et d'avoir cette idée que l'éco-conception de l'intégrer à la politique de l'organisme, de l'institution. L'idée vraiment d'avoir la direction qui appuie, qui s'engage à valoriser dans son institution, dans son usine, dans son école, bref, là où elle est, de valoriser l'éco-conception pour pouvoir mettre les moyens, mettre les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser cette éco-conception. Cet élément-là m'intéresse beaucoup puisque en gouvernance de l'information, qui est vraiment l'idée et qui se rattache aux archives, où on cherche à avoir une vision d'ensemble de l'information, donc pas seulement les archives, mais tout ce qui est l'information au sens large, donc ça va être la recherche d'informations, tout ce qui est veille, surveillance, le partage de connaissances au sein d'une institution, tout ça est un peu chapeauté par cette gouvernance de l'information. Là pareil, un des principes, c'est vraiment que l'institution, la direction de l'institution s'engage notamment via une politique pour une bonne gouvernance de l'information. Donc là, on retrouve un parallèle entre l'éco-conception et la gouvernance de l'information à ce niveau-là, et je pense qu'il y a plusieurs
comme ça, passerelle, pont qu'on peut mettre en avant, notamment les principes, enfin le 15e principe de la gouvernance de l'information, c'est de pouvoir justement appuyer le développement durable de l'institution, justement de pouvoir, via l'information, pouvoir appuyer ces éléments-là. Donc voilà au niveau des deux grands principes de l'éco-conception. Et la norme propose une série d'exigences. On retrouve cette idée-là, puis on retrouve les principes, puisqu'on retrouve cette idée de l'éco-conception au sein du système de management de l'organisme. Donc vraiment de faire qu'un avec, pas que ce soit une couche supplémentaire, mais vraiment quelque chose qui est pensé en amont et vraiment pour l'ensemble des choses. De déterminer le domaine d'application de l'éco-conception, de vraiment de voir qu'est-ce qu'on veut éco-concevoir, comment, pourquoi. Avec qui, d'avoir vraiment en tête toute cette idée des chaînes de partenaires, parce que très souvent, suivant comment on conçoit un objet, pas tout seul, donc on va avoir des partenaires, et donc de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir voir quelles sont leurs exigences à eux, quelles sont nos exigences pour pouvoir trouver un terrain d'entente, pour pouvoir éco-concevoir un produit ou un service. L'information documentée, donc de pouvoir documenter ses choix justement pour pouvoir peut-être après revenir dessus, peut-être et surtout pouvoir peut-être les publier, transmettre pour d'autres institutions auxquelles ce serait intéressant ou simplement pour, dans le cadre de ces normes, pouvoir recevoir des certifications, donc de pouvoir certifier qu'on a bien fait ce management-là. Au niveau de ça, c'était vraiment les généralités. Au niveau de l'éco-conception elle-même, elle tourne autour de 5 grands aspects. C'est déjà identifier puis analyser les exigences environnementales des parties prenantes, puisque on fait partie d'un tout, donc de voir quelles sont les exigences de chacun pour pouvoir voir sur quel point appuyer, sur quel point on peut réfléchir. De pouvoir identifier et évaluer les aspects environnementaux, ça je vais y revenir après, mais c'est vraiment un point important, c'est qu'on ne part pas de rien, il faut qu'on ait déjà une idée de l'état des lieux, de qu'est-ce qu'il y a, sur quel impact on peut essayer de réduire. Donc, mais pour ça, il faut connaître l'impact qu'on produit et vraiment de l'incorporer dans la conception de développement, de faire qu'un, pas une couche supplémentaire qu'on mettra à la fin pour avoir un vernis vert et c'est tout. Ensuite, il va y avoir cet aspect de revue de l'éco-conception, que ce soit le processus lui-même par rapport au système de management. Est-ce que l'éco-conception est bien prise en compte? Et puis, est-ce que la conception elle-même, est-ce que cette conception a un impact idéalement positif sur l'environnement ou non? Et ça, c'est des choses à voir. Et puis, l'échange d'informations, justement, avec les parties prenantes. Ces éléments-là, je les ai repris sous la forme de la fameuse roue de Deming, donc le Plan, Do, Check, Act. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les exigences que j'ai repris derrière. On aura plutôt pour le plan, justement, d'avoir cet état des lieux, donc d'identifier les exigences, identifier les aspects environnementaux, pour ensuite pouvoir agir en incorporant dans l'éco-conception, dans la conception et le développement, justement, puis ensuite de pouvoir vérifier que tout se passe bien au niveau du processus, au niveau de la conception, et puis ensuite proposer des actes d'amélioration, et puis ainsi de suite avancer sous une forme d'amélioration continue. Les informations documentées étant là en quelque sorte un peu comme un frein pour justement éviter de revenir en arrière et de pouvoir progresser continuellement. Donc je vous ai dit que l'identification et l'évaluation des aspects environnementaux étaient importants, mais qu'est-ce que c'est déjà un impact environnemental? Parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai jamais pour l'instant vraiment expliqué. Très souvent, on a 2 éléments en tête, soit l'impact environnemental, soit l'empreinte carbone d'un produit. Alors, l'impact environnemental, c'est vraiment tout ce qui est effet, modification réalisée sur un aspect de l'environnement qui soit négatif ou bénéfique aussi, pour un temps et un lieu donné par un organisme, une activité humaine. C'est typiquement le fait j'installe une usine, il y a des gaz qui s'échappent, ça a un impact positif, négatif, très souvent négatif, mais comme ça, c'est comme ça qu'on le mesure. Et peut-être à contrariori, le fait d'installer un champ ou bien des bois peut avoir peut-être un impact positif, etc., etc.
L'empreinte carbone, elle s'intéresse vraiment pour notre toujours système de produits de calculer en fait la somme des émissions, mais aussi des captations, parce qu'il y a les arbres qui capturent le CO2. Donc d'avoir cette somme entre les émissions, les puits de carbone qui sont utilisés, et c'est ça qui fait l'empreinte carbone d'un produit. Pour un produit donné, dans tout son cycle de vie. On peut voir justement où est-ce qu'on produit du carbone. Et puis, alors, on a choisi le carbone parce que c'est l'indicateur clé du changement climatique. Mais en fait, il n'y a pas que le carbone. Il y a d'autres gaz. Et en fait, ils vont avoir ce qu'on appelle des facteurs de caractérisation qui sont en fait des formules pour multiplier ce gaz typiquement. Alors, je n'ai plus en tête les chiffres, mais typiquement, le méthane est aussi un gaz qui a une influence sur le changement climatique. Et il a un facteur de caractérisation fois, alors j'ai aucune idée, mais disons 500 par rapport au carbone. Ce qui fait que, par exemple, pour 1 gramme de carbone, le méthane équivaut à 500 grammes de carbone. Là, encore une fois, les chiffres ne sont pas juste, je les ai inventés là comme ça, mais c'est pour vous montrer le principe de qu'est-ce que c'est un facteur de caractérisation. Et l'idée, c'est vraiment de faire la somme pour avoir un indicateur. Et on a ça pour tous les éléments. Tout ce qui est, par exemple, métal, l'extraction de métal, c'est je ne sais plus quel métal utiliser, mais typiquement, c'est un encore clé qu'on va utiliser et qui va servir vraiment de représentation. Le gaz à effet de serre, souvent le carbone. En fait, il y a deux principales méthodes de mesure pour les impacts environnementaux. Il y a le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est régi par différentes normes. Je ne vais pas vous les passer en revue, mais là, vous avez une vue là comme ça. Et là, on est sur l'idée d'un bilan. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un peu la comptabilité carbone. C'est qu'on va s'intéresser vraiment pour une institution, là, en l'occurrence une personne morale. On va totaliser sur une année les émissions, les suppressions de carbone. Ensuite, on va s'intéresser à 3 grands scopes. Ça, c'est pour GHG Protocol, qui est une des méthodologies phares et qui a inspiré les normes ISO relatives à ça. On va s'intéresser aux émissions directes. Ça, c'est vraiment le champ d'application numéro 1. Et ensuite, les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité et tout ce qui est chauffage. Et enfin, le champ 3, qui est le divers du divers, qui est vraiment les émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par la question de la consommation d'électricité ou du chauffage des locaux, par exemple. Et c'est vraiment ces 3 éléments-là, parce que là, ce qui nous intéresse quand on fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas forcément où se situe l'impact, mais qui est responsable, entre guillemets, de cet impact. Est-ce que c'est la personne morale, donc émissions directes, ou est-ce que c'est d'autres personnes et que c'est des émissions indirectes ? C'est l'objectif de ces bilans en carbone, et c'est pour ça qu'il y a une autre méthodologie que personnellement a ma préférence, en tout cas pour cette histoire d'éco-conception, qui est l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, l'idée c'est qu'on va définir des objectifs et un champ d'étude, et pour ça l'élément clé c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, pour vous représenter ça, c'est un élément qui permet après de faciliter. Alors, faciliter, c'est relatif parce qu'après, il y a plein de méthodologies, mais l'idée, c'est de pouvoir faciliter les comparaisons. Je prends par exemple cette bouteille d'eau. On pourrait imaginer comme unité fonctionnelle, c'est de contenir 50 centilitres d'eau. On peut l'avoir sous forme d'une bouteille PET, comme celle-ci. On peut l'avoir sous forme d'une bouteille en verre, on peut l'avoir sous forme d'une bouteille isotherme en métal. On a différents éléments là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a cette unité fonctionnelle pour répondre un peu à la question de quoi j'ai besoin pour stocker 50 centilitres d'eau. Pour le PET, je vais devoir extraire le pétrole, le fabriquer, etc. Donc, on va analyser tous ces éléments-là depuis la fabrication jusqu'à l'élimination de la bouteille en PET. Pareil pour isotherme, pareil, etc. Et là, on peut voir les différents impacts et choisir la solution qui serait la plus intéressante au niveau de l'impact et de ce qu'on cherche à avoir. C'est là ce qu'on va faire pour les coûts de conception et pour l'analyse du cycle de vie, c'est qu'on va vraiment réfléchir à ça avec... on va faire un inventaire du cycle de vie, de quoi j'ai besoin pour stocker mon eau, quel matériau je vais raffiner, quel impact ça a sur l'environnement. Pour ça, on a différentes méthodologies qui proposent des manières de calculer ces impacts-là.
Et on va faire la somme de ces éléments-là pour avoir une vue d'ensemble sur quel impact la bouteille d'eau agit. Après le choix de l'impact, on peut avoir quelque chose de monocritère. C'est ce que vous allez avoir avec la bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, elle a une empreinte carbone de X. C'est parce qu'on s'intéresse à un seul critère, le carbone. Mais on peut avoir différentes catégories d'impact. Au niveau de l'Union européenne, il y a 16 catégories d'impact. Encore une fois, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais vous retrouvez toujours ces idées-là. Il y a l'utilisation des ressources fossiles ou des minerais, l'utilisation des sols, que ce soit bien les radiations ionisantes, tout ce qui est lié à la toxicité humaine, que ce soit cancer ou les maladies non cancéreuses, etc., etc. Tout ça, c'est calculé avec différentes méthodes d'impact qui vont justement réfléchir par rapport à ces facteurs de caractérisation. Donc là, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails là, c'est plutôt les éléments à prendre en compte, et puis après, ça va être des choix de méthodologie, de quelle méthodologie on veut choisir, celles qui nous semblent les plus pertinentes, et aussi après, de choisir quelle catégorie d'impact est intéressant, parce que comme si je reprends le précédent schéma, pour tout ce qui est numérique, on va s'intéresser surtout à diminuer tout ce qui est utilisation des ressources fossiles, minérales ou bien changement climatique. Mais pour ce qui est des questions liées par exemple à l'eutrophisation en eau douce, donc la eutrophisation, c'est la multiplication des algues vertes notamment, c'est un élément, on voit que ça représente que 4%, donc c'est peut-être pas forcément là où on va appuyer. Donc si on a une éco-conception qui permet de diminuer les ressources fossiles et qui augmente légèrement l'eutrophisation, on peut se dire qu'on peut se permettre ça si ça permet d'avoir un gain. C'est encore une fois toujours une question de balance et d'équilibre. Actuellement, ça c'est au niveau du numérique en règle générale, des études qu'on a sur ce sujet-là. Il y a généralement un manque de considération pour le cycle de vie des données en entier. Très souvent, on s'intéresse à la pérennisation, qui est un élément important, hein, mais ce qui fait qu'on a, ce qui est au niveau de la capture, au niveau de l'enregistrement des données, c'est pas forcément des études qui sont mises en avant. On a plutôt des réflexions sur la pérennisation à long terme et les dynamiques de stockage, notamment tout ce qui est data center, ou que ce soit les réflexions par rapport aux sommes de calcul. Donc, il manque, on va dire, pour l'instant, une vision globale par rapport à ça. Et très souvent, beaucoup d'études se concentrent sur l'empreinte carbone et n'ont pas forcément une vision des autres éléments. Et comme on l'a vu, c'est le troisième élément. Il y en a deux autres avant qui seraient intéressants de prendre en compte. C'est pour ça que là, je fais un peu de pub sur le projet qu'on est en train de mener justement avec Basma Maclou-Chabou, qui est donc la responsable de la recherche. Moi, j'y suis en tant que doctorant, donc ça fait partie... Enfin, j'y contribue notamment avec une réflexion sur les données de la recherche, notamment sciences humaines et sociales. Et on a différents partenaires, deux partenaires français. On a Cerda Group, donc pour ceux que vous connaissez, qui produisent notamment le magazine lié aux archives, Archimag, et tout ce qui est gestion des données. On a Norcis qui s'intéresse au développement, notamment au développement durable informatique. Et au niveau partenariat académique, on a l'Université de Genève, justement, qui est une de mes co-directions, et Sorbonne University Abu Dhabi qui s'intéresse aussi au sujet. Et l'idée de ce Archeco, il y a 6 grands objectifs. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion de données de recherche, de pouvoir voir justement quels sont les enjeux écologiques au niveau de l'ensemble du cycle de vie, que ce soit l'acquisition, le traitement des données, la pérennisation, etc. De pouvoir chercher à quantifier, puisque c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il y a la méthodologie de la CV est flexible, puisqu'elle se veut aussi bien pour, comme je l'ai dit, la bouteille d'eau, que pour un service numérique, que pour tout, pour l'ensemble des produits et des services. Donc, c'est des éléments à raffiner si on veut pouvoir avoir des méthodologies comparables, en fait. Pour l'instant, c'est ça le problème, c'est qu'on a une difficulté à pouvoir comparer les méthodologies et donc les résultats. Et l'idée, après, c'est de pouvoir proposer un outil, un simulateur, et donc pour ça, de définir des spécifications fonctionnelles, des techniques d'un outil qui permettrait de pouvoir
piloter, en fait, de pouvoir contrôler les coûts écologiques, de pouvoir peut-être faire des simulations et puis pouvoir réfléchir à comment améliorer tout ça, pour pouvoir justement avoir des recommandations pour mieux appuyer la durabilité auprès des décideurs, puisqu'on l'a vu, c'est un élément assez important d'avoir des décideurs qui puissent nous appuyer. Donc au niveau des résultats attendus, il y a cette synthèse des bonnes pratiques et des problématiques récurrentes, c'est ce qu'on est en train de faire. On a notamment réfléchi on a passé en revue 29 outils de calcul. Alors pas forcément, on n'a pas toujours eu accès à toutes les fonctionnalités, mais on peut avoir une vue d'ensemble sur s'ils s'intéressaient à une problématique en particulier, par exemple les données de la recherche, ou si c'était des outils plus génériques. Et donc on a passé en revue ces différents outils de calcul et ces simulateurs. L'idée, c'est de pouvoir justement avoir un modèle conceptuel, des métriques pour pouvoir après réfléchir à proposer un simulateur et d'aider à l'aide de la décision. Et puis, in fine, en tout cas pour moi, c'est un des éléments, un des résultats attendus, c'est justement la thèse de doctorat par rapport à ça. Mais c'est vraiment quelque chose de large. Et puis là, c'est 2023-2025 pour le financement fait par la RCSO. Mais l'idée, c'est de prolonger la réflexion avec d'autres projets par la suite. En termes de méthodologie, là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais l'idée, c'est aussi de tester à terme ce simulateur avec différents cas, que ce soit en l'occurrence sur les données de la recherche, notamment avec Olos, qui est un dépôt de données de recherche, mais d'autres éléments, que ce soit peut-être même dans le design, les arts de la scène, ça on peut voir justement on est ouvert à plein de cas, donc n'hésitez pas à proposer, ou si vous avez des idées, on est volontiers preneurs. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de tester le matériel sur différents contextes pour voir à quel point il est suffisamment adaptable par rapport à ça. Et j'arrive enfin à des idées, des propositions pour les archives numériques. Alors plutôt que des idées, des propositions, c'est plus des points de vigilance, d'attention sur lesquels réfléchir. C'est malheureusement pas possible, en tout cas pas maintenant, d'une méthode clé en main. Et puis on l'a vu, sur tous les archives, tout dépend du contexte. Donc là, c'est plus un peu les grands éléments de réflexion. Mais si on va sur l'idée de la création, l'acquisition, la capture des archives, alors il y a la question de la numérisation. Principalement, c'est d'ailleurs ça que je vais insister, c'est le choix de numérisation. Si je vais là-dedans, on a une numérisation qu'on pourrait avoir bitonnale, où c'est vraiment noir et blanc et seulement. On peut avoir une numérisation tout en niveau de gris, ou la numérisation en couleur. Ça paraît anodin comme ça, mais ces types de numérisation ont un poids, en fait. Une image bitonale, elle sera 3 fois plus légère, donc elle sera 3 fois moins lourde qu'une image au niveau de gris, et elle sera 24 fois moins lourde, plus légère qu'une image en couleur. Donc, comme on l'a vu avant, où la multiplication des données et le poids entraînent du coup du matériel pour stocker ces données, peut-être qu'il va falloir choisir, selon le matériel, selon ce qu'on décide de faire, de ne pas avoir tout le temps une image en haute définition, en couleur, parce que ce n'est pas forcément nécessaire dans le contexte, mais ce serait important justement de pouvoir avoir le contexte exact de quand est-ce qu'on décide d'avoir une image de qualité moindre, peut-être, mais on aura une perte d'information moindre qu'une image où c'est important de l'avoir en haute définition pour préserver toutes les informations nécessaires dessus. Au niveau de la description-classification, là, c'est plus des bonnes pratiques qui permettraient de faciliter justement de retrouver les informations. Le fait d'avoir une description normalisée, ça permet justement d'éviter de devoir ouvrir le document pour vérifier son contenu et donc du coup de solliciter la machine pour pouvoir ouvrir ou rechercher une information là-dessus. Et puis la classification logique permet justement d'éviter peut-être de multiplier les redondances des copies de documents.
le but n'est pas d'avoir non plus qu'une seule copie, parce que après ça pose des questions au niveau de la pérennisation, mais pas de copies inutiles, des copies qu'on a oubliées parce qu'on l'avait posée, elle dort dans le dossier téléchargement et puis on avait totalement oublié d'en sortir, etc. Donc d'avoir des éléments de classification pour aider justement à savoir où est l'information et mieux la traiter, mieux la gérer. Et à ce moment-là, pouvoir jouer sur l'évaluation, la réévaluation et puis après les réflexions sur la conservation pérenne. Puisque là, peut-être, ce sera un point important, c'est d'avoir une évaluation peut-être plus drastique qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y aura ce critère environnemental en plus dans les choix justement de garder ou non des éléments. Tout comme là maintenant, on a des questions qui se posent pour est-ce qu'on a les moyens de garder à long terme correctement une information. Là, se posera aussi la question de comment la garder. Et c'est là où je rebondis aussi sur la conservation pérenne, c'est qu'actuellement, il y a cette question de migration des supports qui demande donc du coup pour lutter contre cette obsolescence, de migrer régulièrement sur les supports, de vérifier régulièrement, souvent avec des checksums, justement, la bonne intégrité des documents, donc faire tout ce travail de vérification. Et se pose la question, est-ce qu'il faut le faire toujours tel qu'il est actuellement ? Ou est-ce qu'il faudra peut-être, et c'est là aussi le but de l'évaluation, peut-être d'avoir des catégories, des archives où on ne veut absolument pas avoir aucune perte, et à ce moment-là d'avoir une conservation régulière, de faire attention, mais des archives où on peut se permettre quelques pertes, et à ce moment-là d'avoir des sauvegardes peut-être moins régulières, peut-être sauter une ou deux générations de supports pour ceci, en se disant que on devrait pouvoir les garder. Ça, c'est des questions à se poser par rapport à ça, encore une fois, de peser encore une fois le pour et le contre, c'est cet équilibre à trouver pour assurer la conservation de ce qu'on veut, ce qu'on doit conserver, et peut-être pour les éléments plus annexes de se permettre peut-être quelques pertes. Après, il y a la réflexion, mais ça, c'est des éléments dans le futur, de nouveaux moyens de stockage aussi, parce qu'ils poseront d'autres questions, justement, de voir à quel point on peut encore les lire, etc. Mais par exemple, que ce soit le stockage sur disque de quartz ou le stockage par ADN, je vais rebrousser chemin rapidement parce que je n'ai pas remis l'image, mais si je reprends là, vous aviez la comparaison donc, sur la quantité des 33 états-octets. Donc, je vous avais dit que c'était 660 milliards de disques bourrés, mais par contre, c'est 73 grammes d'ADN. Autant dire, c'est rien du tout. Donc, l'ADN a cette possibilité de pouvoir stocker énormément d'informations, de le faire dans des conditions à température ambiante, enfin, d'avoir ces éléments-là. Donc, ça peut être... Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est la panacée, c'est vraiment pas le but, mais peut-être qu'il y aura des moyens de stockage qui vont aider, mais ce sera en tout cas pas... Il ne faut pas réfléchir à un solutionnisme technologique, mais ça fait partie, on va dire, des outils qui vont peut-être, encore une fois, être des éléments de réflexion dans le futur. Mais l'élément, je pense, phare, c'est vraiment de réfléchir dès la création, dès la capture des archives, de voir combien de temps est-ce qu'on va les garder, sous quelles conditions, et de pouvoir adapter à ce moment-là les moyens de conservation en fonction. Et là, par rapport à la diffusion et le partage, là, c'est des réflexions, c'était vraiment général sur les archives numériques, mais on peut imaginer, c'est peut-être pour illustrer un élément assez intéressant, la numérisation donc pose des soucis, entre guillemets, puisque par rapport à un support papier, on va créer une copie numérique qui va devoir être hébergée et conservée avec tout le matériel nécessaire et l'impact environnemental qu'il y a, mais le fait aussi d'avoir une plateforme de diffusion, de pouvoir proposer des versions numériques, a un impact aussi potentiellement positif, puisque les gens ne vont pas avoir à se déplacer, donc à prendre les transports, que ce soit la voiture, l'avion, peut-être dans certains cas de chercheurs, peut-être outre-Atlantique, pour avoir accès à l'information, pour pouvoir consulter un document. Donc là, encore une fois, c'est une question de balance, d'équilibre par rapport à ça. Mais le numérique a aussi ses bons côtés par rapport à ça, de pouvoir faciliter la diffusion.
Je pense qu'on pourra vous mettre à disposition la présentation. Donc là, c'est écrit petit, mais là, vous avez toutes les références des sources utilisées, messages, et on pourra vous les mettre à disposition par la suite. Et j'ai fait à peu près le tour de la question. J'ai peut-être été un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais voilà, si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers. Merci beaucoup, c'est super, merci. Ça nous a semblé important aussi d'évoquer cette question parce que dans la question effectivement de notre projet d'archives au sens large, effectivement, un des dossiers qui préoccupe aussi Plateforme 10, c'est la question de la durabilité et de notre engagement sur ces questions. Donc voilà, on a, je sais pas, quinzaine de groupes de travail à Plateforme 10 qui vont de tout à tout, et dont un qui s'occupe aussi de la durabilité, et donc de voir comment nos actions, quelles qu'elles soient, alors quand on fait des expositions classiquement au niveau des cénos, etc., mais aussi par rapport à des questions liées à des archives qui pourraient mettre en place des systèmes digitaux numériques, comment rester autant que faire se peut dans des questions de durabilité. Donc effectivement d'avoir toujours ce que vous venez de présenter en tête et de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, parce que c'est un peu comme les archives, on ne peut pas tout archiver et tout garder. Pour les questions de la durabilité, c'est assez rare de pouvoir mettre en action tous les gestes et les possibilités qu'on devrait faire, mais on va au maximum dans cette direction. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant effectivement d'aborder ces questions comme ça, très techniques, mais en même temps qui sont liées effectivement, en tout cas lorsqu'on aborde un projet d'avenir, qu'on doit déjà réfléchir en amont avant de se lancer, parce que voilà, autant dans les outils, les technologies, la philosophie d'une collection, d'une archive, on peut s'interroger, mais toujours le mettre finalement en rapport à ces questions comme ça très pragmatiques de durabilité aussi, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc merci pour cette présentation qui nous semblait être complétée sur un autre aspect, mais compléter un peu notre projet. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Merci beaucoup, Aurel, pour cette présentation. C'est vrai que c'est intéressant de remettre les choses en contexte. Et puis, parfois, on peut se dire qu'on a peut-être la préconception de ces éléments-là, mais de les voir comme ça à plat, ça nous remet par rapport à des choses qui sont très concrètes. Je voulais citer un exemple d'un projet qui était assez... on va dire, pertinent de ce point de vue-là, à mon avis, comme objet d'étude. C'était l'archivage, en fait, de l'agence de presse de Jean Réviard. Donc il est décédé, qu'il y avait une pratique de photographe, mais qui était aussi un éditeur, donc quelqu'un qui publiait, qui commercialisait en fait des images, les siennes, mais aussi celles d'autres. Et du coup, cette personne est décédée, et puis on s'est retrouvé avec les données numériques de cette agence de presse. Et puis le centre iconographique de Genève qui a finalement repris ces archives. Il y a eu une discussion avec l'Élysée à un moment donné, mais on était en train de se préparer à déménager, donc c'était pas le moment. Et puis on allait changer de service informatique, c'était aussi pas le moment. Mais du coup, eux se sont penchés là-dessus. Et puis je trouve qu'ils ont bien montré en fait les enjeux de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données. Et ils ont aussi montré très clairement en fait la nécessité de faire de l'évaluation, donc du tri en fait là-dedans. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un fonds en fait numérique, mais qui du coup d'emblée, parce qu'il y a une trentaine de disques durs, sauf erreur, une partie qui a des choses qui étaient en ligne, mais qui sont importantes parce que c'était des choix, et puis d'autres qui étaient en fait des stocks d'images dont disposait cette agence de presse. Et donc d'emblée en fait ils ont posé la question de l'évaluation et puis des critères, et de se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'il fallait garder, parce que tout ne peut pas être gardé. Si je me place moi dans des problématiques liées à Plateforme 10 par rapport à qu'est-ce qu'on conserve en termes de numérisation, de ce qu'on numérise des œuvres. Alors, on a des images des œuvres, mais les œuvres sont là. Donc, on pourrait se poser assez facilement la question de savoir qu'est-ce qu'on conserve. Mais là, dans ce cas-là, on est face à une situation où on a des archives, quelque chose qui a une valeur, en fait, pour laquelle on pense qu'il faut la préserver, mais du coup, qui pose quand même la question de l'évaluation. Et puis, je pense que ça doit être quelque chose qui va nous attendre de plus en plus, en fait, en termes de fonds, que ce soit de photographes à venir ou même dans d'autres domaines, en fait, des archives publiques et puis des archives de documentation. Mais peut-être que, Jeannette, tu as un point par rapport à ça. Voilà. Et oui, c'est vraiment ça, l'évaluation, c'est l'élément clé, à mon avis.
Bon, c'est une très grave question, évidemment. Pour la BCU, plus grande bibliothèque numérique de Suisse, on a une cellule durabilité qui analyse ces choses. Donc, effectivement, chez nous, on voit bien, le numérique, c'est en deuxième, troisième position de notre impact environnemental. Le premier étant ça, hein, le premier impact environnemental en Suisse, c'est les constructions. Parce qu'on construit, on isole, etc. On construit avec du béton en général. Donc, évidemment, le bâtiment, c'est le premier impact. À peu près équivalent au numérique, c'est la mobilité des gens. Oui. Sur le campus, hein, vu qu'à Lausanne, on a de la chance parce qu'on a un campus qui est premier de Suisse pour la durabilité. Donc, on a un centre de compétences durabilité sur le campus avec lequel notre cellule durabilité travaille. Après, pour le numérique, pour nous, il est essentiel vu que la publication scientifique aujourd'hui, elle est numérique. Donc, on ne peut pas collectionner autre chose que du numérique. C'est évident qu'on collectionne c'est du natif numérique en très grande quantité, ce qu'on fait actuellement. Donc, après, c'est surtout au niveau des stockages, c'est une grosse question. Parce que justement, c'est les centres, c'est pas notre équipement informatique qui fait la différence. Évidemment, c'est les data centers, c'est nos pétabytes de données qui après posent une question. Et normalement, ça pose des questions justement de savoir actuellement en tout cas, qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir en ligne, qu'est-ce qui vaut la peine d'avoir en ligne, et qu'est-ce que, en fait, dans les très grandes quantités de données de base, par exemple pour les photos, on a du TIFF. Le TIFF, je suis désolée, on n'a pas toujours besoin d'avoir tous les TIFF en ligne. De toute façon, les bandes passantes, ça va être très embêtant de les regarder. Donc, il faut avoir des choses en ligne, mais qui répondent en fait aux besoins de l'utilisateur qui consulte l'objet en ligne. Mais qu'est-ce qu'on fait après avec les données originales, justement, qui sont en général les plus volumineuses et qu'on peut déposer offline? Par contre, effectivement, on a discuté avec l'EPFL longtemps pour l'archivage sur ADN. Par contre, évidemment, pour une institution qui est en charge de l'archivage pérenne, justement, donc ADN, ça sonne bien, sauf qu'il faut avoir aussi en fournisseur, il faut avoir des technologies qui sont standards, qui sont éprouvées et dont on sait qu'on va pouvoir aussi, dans 100 ans, je vais aussi pouvoir lire encore mon truc sur ADN. Hein. Et ça, actuellement, on ne peut pas encore le faire. Mais effectivement, c'est à l'étude, mais il faut trouver des manières d'arriver à stocker, en tout cas les originaux, justement, qui sont souvent les plus conséquents, de ne pas les stocker toujours dans le cloud, donc dans des data centers en ligne, même si ça peut paraître intéressant a priori, quoi. Après, je dois dire, la plus grande question actuellement pour moi, c'est l'impact des AI génératives. Parce que quand on s'amuse à interroger ChatGPT, ça coûte 25 fois plus d'énergie que quand on fait une recherche sur Google. Donc là, on parle aussi de gens qui ont des data centers absolument gigantesques sur la planète. Et depuis quelques jours, vous aurez vu que ChatGPT vous parle. Donc, c'est génial. Maintenant, vous pouvez causer à ChatGPT toute la journée. Et ça, je veux dire, le coût énergétique de ça me laisse juste perplexe, quoi. Donc, je ne vais pas faire parler ChatGPT immédiatement dans notre catalogue, par exemple, à cause de ça, même si c'est sympa, mais c'est juste affolant, quoi, d'aller dans ce... Mais on y sera confronté, je veux dire, d'une certaine manière. Après, il y a des besoins de l'utilisateur, donc il y a des comportements et des usages qu'on accompagne dans nos... On est en charge aussi d'accompagner ces besoins et ces usages. Mais disons qu'actuellement, ils s'en développent, qui sont de ce côté-là. C'est pas trivial, quoi, ce qui nous attend. Non, tout à fait, c'est ça. C'est qu'il y a un équilibre à trouver que dans les parties prenantes, l'utilisateur, la bibliothèque fait partie de ces parties prenantes. Justement, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Et pour rebondir sur le fait de
d'avoir Palletif forcément dans le cloud. Typiquement, là, encore une fois, on peut imaginer de l'évaluation, de pouvoir identifier les éléments qu'on va mettre sur un stockage à froid, donc des bancs, des éléments qui ne nécessitent pas justement une redondance extrême. Et puis, oui, d'adapter en fait le stockage par rapport à ce qu'on veut en faire. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question de ma casquette de responsable de projet Open Data au sein du rectorat de la HECSO, dont vous faites partie, enfin, une des écoles de la HECSO. C'est vrai que là, on est en train d'établir la nouvelle stratégie Open Data et son plan d'action. Et cette question de la durabilité, moi, c'est au cœur de cette stratégie-là, sauf que pour l'instant, on manque pas mal d'informations sur les bonnes pratiques. Et je me demandais, je n'avais pas connaissance de ce travail Archeco, enfin de ce projet de recherche, dans lequel vous faites. Et je me demandais dans quel 2025, si vous allez justement avoir un livrable pour les données de recherche qui partagent les bonnes pratiques en matière, pour déposer les données de recherche, pour conseiller les chercheurs et chercheuses dans ça. Et puis l'autre question concerne justement les data repositories, donc comme vous faites partie d'Olos ou pas, je ne sais pas. Basma, mais Basma, oui. Puis moi, j'aide ponctuellement. Donc, parce qu'ils ont aussi un grand rôle, hein, donc Zenodo, etc. Ce qu'on voit dans Zenodo, on peut vraiment partager sans limite. C'est pas payant. Enfin voilà, c'est pas sans limite parce qu'il y a comment on appelle ça, un volume déterminé, mais qu'il y a beaucoup de dépôts et c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de validation de tout ce qui est déposé, et donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle il y a beaucoup en fait de données qui ne sont pas nécessaires d'être là et qui prennent beaucoup de place. Et je me demandais si vous allez à terme penser dans votre politique Olos ça, justement, ces questions de durabilité, et comment vous allez mettre ça en œuvre en fait. Alors, très bonne question. Je pense que ce sera un élément qui sera réfléchi au sein d'Olos. Olos fait partie justement un des cas qu'on va faire. C'est même un peu le premier cas qu'on va tester pour avoir une idée de l'impact environnemental qu'il y a chez Olos. Et ça va certainement, je pense, influencer sur la politique. Alors après, à quel moment, ça je ne saurais pas dire, ça c'est Basma Maklouf-Chabou qui pourra mieux répondre que moi par rapport à ça. Mais oui, ce sera un élément qui sera certainement pris en compte. Et pour après, ce qui est par rapport aux données de la recherche, moi j'ai commencé mon doctorat en 2023, donc je serai en cours mais je pense qu'il y aura 2-3 éléments qu'on pourra peut-être partager, ou en tout cas on pourra réfléchir, regarder là-dessus. Peut-être pas un livrable final, mais je pense qu'il y aura des éléments auxquels on pourra discuter sur les données de la recherche. Merci. Très bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci aussi à chacune et chacun d'entre vous d'être venu dialoguer avec nous cet après-midi. Enfin, on sort avec une tête pleine d'infos, pleine d'idées, pleine de pistes. Je pense qu'il va falloir un peu digérer tout ça. Mais merci beaucoup. C'est vraiment passionnant d'échanger avec vous. Je pense que ça va être enrichissant effectivement de faire ce bilan, nous, à la fin des 4 mois du projet, pour voir effectivement vers quelle orientation on souhaite s'orienter. Donc, merci. Et puis à très bientôt. On va évidemment rester en contact avec chacune et chacun parce qu'il y aura sûrement encore d'autres questions, peut-être des évaluations ou des conseils à demander. Donc, merci.